Prochain arrêt, Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Vous le savez peut-être, la plupart des épisodes d'Encore Heureux sont enregistrés en public. Honnêtement, si on m'avait dit il y a quelques années que je me livrerais à cet exercice avec plaisir, non seulement je n'y aurais pas cru, mais j'aurais probablement fait une attaque de panique. De fait, je suis timide et pendant longtemps, prendre la parole devant des gens me terrifiait. J'ai des souvenirs horribles d'exposés en classe durant lesquels je perdais mes moyens, je devenais toute rouge et je finissais par dire n'importe quoi en espérant que cette torture s'arrête au plus vite. En parallèle, j'étais impressionnée par la capacité de certaines personnes à parler en public sans effort, d'une voix claire, à donner leur avis et à trouver normal qu'on les écoute. Et puis la vie a fait que j'ai pris des cours de théâtre, d'art oratoire, d'improvisation et qu'en devenant journaliste, j'ai eu l'occasion de progresser malgré tout. Aujourd'hui, s'il m'arrive encore de rougir de façon incontrôlable, je dois dire que la situation s'est nettement améliorée. Si je vous parle de ça, ça n'est pas pour me congratuler d'avoir progressé dans ce domaine, c'est plutôt parce que je suis convaincue qu'être capable de faire entendre clairement sa voix et de se sentir légitime à être entendu, c'est un pouvoir incommensurable. Un pouvoir qu'on peut mettre à son propre service, mais aussi au service des autres. Le problème, c'est que ce pouvoir est très mal réparti. On le voit dans les réunions de travail, en famille ou dans les groupes d'amis. Ce sont souvent les gens les plus privilégiés, les hommes, les personnes blanches ou les bourgeois par exemple, qui osent prendre la parole et la garder. Et ce sont ces personnes qu'on écoute le plus volontiers. Alors dans cet épisode, je voudrais qu'on se penche en détail sur cette question. À quoi ça sert la prise de parole en public ? Quels outils peut-on acquérir pour s'améliorer et comment rendre ces outils accessibles au plus grand nombre ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de la parole publique, Badice Djouri et Valentine Nogalo. Bienvenue à vous deux. Ravie de vous recevoir toutes les deux. Merci infiniment d'être là. Valentine Nogalo, tu es comédienne féministe, formatrice en improvisation théâtrale. Tu formes toutes sortes de publics. Tu es aussi cofondatrice du Wonder Impro Festival, qui est le premier festival féministe inclusif d'impro. Comment toi, personnellement, tu en es arrivée à l'impro et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'impro ? Excellente question. Déjà, merci pour l'accueil. Je suis hyper contente d'être ici. Ensuite, comment je suis arrivée à l'improvisation théâtrale ? Eh bien, en fait, c'est un déménagement. J'ai quitté mon collège parisien pour aller vivre en banlieue. Et en fait, ma mère m'a dit, tiens, ce serait cool que tu fasses une activité, ça te permettrait de rencontrer des nouveaux amis, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'improvisation théâtrale. Et pour moi, ça a été une pratique assez émancipatrice dans le sens où je me souviens de mon premier spectacle d'impro. Je jouais une grand-mère, donc j'avais 12 ans, j'étais sur scène, je jouais une grand-mère qui avait des gaz sur scène. Et là, le public était hilar. Et ça a été pour moi une vraie révélation de me dire j'ai un impact, j'ai du pouvoir et j'ai réussi à faire rire le public et à l'émouvoir. Et ça m'a donné vraiment confiance en moi et c'est comme ça que j'ai continué à faire de l'improvisation. Alors, je dirais, c'est quoi l'improvisation ? C'est une pratique déjà qui est joyeuse, collective, empouvoirante, dans le sens où quand on fait de l'improvisation théâtrale, ce que j'ai découvert, c'est qu'on est à la fois autrice, metteuse en scène et interprète. Donc ça fait beaucoup de choses, ça peut nous mettre beaucoup de pression, et en même temps, on se rend compte qu'on a toutes les cartes en main et qu'on a une liberté infinie. Et je crois que ça a été grisant pour moi et ça m'a permis d'apprendre à me connaître et aussi d'apprendre à me lier aux autres. Et donc concrètement, si par exemple je vais prendre un cours d'impro avec toi, qu'est-ce que je fais en fait ? Alors globalement, c'est que du jeu. C'est vraiment que du jeu. Au début, un atelier d'impro, ça commence avec des échauffements. Donc on va peut-être échauffer la voix, on va échauffer le corps. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Time's Up. Oui. Ça vous parle ? C'est vraiment un jeu corporel où on va faire des mimes beaucoup. Alors au début, on va peut-être être un peu à se juger soi. C'est surtout ça qui entre en jeu. C'est plutôt le jugement qu'on a sur soi et ensuite sur les autres. Et donc, ce que je vais poser aussi en début d'atelier, ça va être un cadre de confort. Et donc, poser la question aux participants et aux participantes de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien là et en confiance pendant l'atelier. Et déjà, de poser des mots sur nos besoins,
pour cette pratique qui est pour moi une pratique de la vulnérabilité, parce que on peut être tout nu, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de notre bouche, on ne sait pas ce qu'on va faire avec notre corps, eh bien c'est hyper important de poser ce cadre-là en amont. Mais essentiellement, c'est des jeux, de l'échauffement, et puis après des exercices, et on peut s'amuser sur thématiser les exercices, jouer des personnages, travailler des exercices de narration. Voilà, il y a une multitude d'exercices possibles, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Exactement. Et il y a un jeu que j'aime beaucoup où on commence 2 personnages dos à dos et puis on se retourne à 3 et en fait, on va découvrir ensemble ces personnages-là et on va devoir co-construire une histoire à partir de ces personnages-là qu'on n'avait pas anticipé, quoi. Donc, c'est de la pure impro. Basis Jory, alors toi, tu es formateur pour l'association Graines d'Orateurs 93. Ton rôle, c'est en gros de former des jeunes de milieux plutôt populaires à la prise de parole en public. Toi, la prise de parole en public, est-ce que ça a toujours été quelque chose de facile, d'inné ? Est-ce qu'on devient formateur dans ce genre de structure parce que justement, on est des rois et des reines de la prise de parole en public ? Non, vraiment pas du tout. Moi, je suis pas né en France. Le français n'est pas ma première langue. C'est pas ma langue maternelle en tout cas, même si je l'ai appris relativement tôt. Mais ça reste que ce n'est pas ma langue maternelle. Alors, j'ai jamais été dans des situations de prise de parole qui m'ont énormément stressé. Les exposés n'étaient pas ma hantise à l'école. D'ailleurs, j'écris très, très, très mal. Et peut-être que je préférais l'oral, justement, pour pas lire ça. Mais non, pas du tout. Chez Graines d'Orateurs, tous les bénévoles sont des personnes qui ont été bénéficiaires avant. On n'entre pas chez Graines d'Orateurs sans avoir soi-même bénéficié de l'action. Et plus que la prise de parole en elle-même, ce qu'on va apprendre à nos jeunes, nous, c'est à dépasser l'autocensure, à avoir confiance en eux et à avoir des graines, en fait, de connaissances sociologiques, en fait, pour qu'ils comprennent comment fonctionne le monde et eux, la situation dans laquelle ils sont par rapport à la situation dans laquelle d'autres sont. On a une expression qu'on aime bien dire, je vais me permettre de la dire ici, mais nous, on n'est pas des fils de Sarkozy, entre guillemets. On est même totalement l'inverse. Et la prise de parole, c'est super important quand on sait qu'elle est quasiment génétique. C'est une expression que j'aime bien utiliser. Alors évidemment, elle ne se transmet pas par les gènes. C'est pas comme la couleur des cheveux ou la couleur des yeux, par exemple. Mais elle dépend tellement du contexte dans lequel tu évolues, notamment dans ton enfance, du métier de tes parents, du quartier dans lequel tu grandis, des fonds publics qui sont alloués à l'école primaire, au collège dans lequel tu vas. Qu'en fait, oui, elle est quasiment génétique. En fait, on l'a subi, cette situation-là. Et elle se répercute sur la prise de parole. On s'appuie beaucoup sur les travaux de Bernard Lahire, qui est un sociologue français, qui a une étude qui s'appelle « Enfance de classe », dont la conclusion est qu'avant nos 5 ans, déjà, on remarque chez les enfants des différences d'apprentissage, de création de liens sociaux, de capacité à s'exprimer, à calculer, à compter, à peine à 5 ans. En fait, dès 5 ans, les inégalités nous frappent. Et c'est dans cette démarche-là que Graines d'Orateurs a été créé, justement pour lutter contre ces inégalités-là. Est-ce que du coup, ça veut dire pour vous qu'à 5 ans, tout est joué ? Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que, si on n'est pas né en gros dans la bonne famille, avec les bonnes personnes qui osent, un peu comme je le décrivais en intro, parler la tête haute et qui se sentent tout à fait légitimes à être écoutées, est-ce que c'est mort ? Et pour les autres, tant pis pour eux, quoi ? Non, je ne serais pas aussi déterministe que ça. C'est jamais mort. On peut toujours s'en sortir. Il y a plein de structures qui existent pour aider les familles, les jeunes, les moins jeunes à s'en sortir. Et il y a un effet qu'on appelle l'effet maître qui explique que très souvent dans la vie d'un jeune, d'un adolescent ou même d'un enfant, on rencontre une personne, 2 personnes, 3 personnes qui peuvent être un professeur, qui peuvent être un entraîneur de sport, qui peuvent être un cousin, qui peuvent être à peu près n'importe qui, et qui peut nous transmettre, en fait être notre grand frère, nous transmettre énormément de valeurs, énormément de connaissances et nous montrer que c'est possible, qu'en fait tout n'est pas joué. Moi, quand je rejoins Graines d'Orateurs, je suis beaucoup aidé. Je suis beaucoup aidé par des associations, je suis beaucoup aidé par des professeurs de sport, par des coachs. Et c'est dans l'esprit, en fait, d'être le grand frère d'autres personnes et de faire, en fait, de la paire et danse, d'aider les jeunes qui sont comme moi aujourd'hui, comme je l'étais moi il y a 5 ans,
à arriver à lutter contre cette autocensure-là. Alors chacune avec votre approche, finalement vous aidez les gens et vous-même à mieux prendre la parole en public. Vous expliquerez peut-être après comment et vous montrerez les nuances que vous avez chacune. Mais je voudrais vous demander, vous, au niveau individuel, à quoi ça sert de savoir prendre la parole en public ? C'est quoi pourquoi finalement on s'embête avec ça quelque part ? Alors, prendre la parole en public, moi, ça m'a vraiment permis de m'affirmer, de poser mes limites aussi. Et notamment, je suis indépendante. Avant, j'étais salariée. Et en tant qu'indépendante, ça peut paraître bête, mais négocier un contrat, négocier des prix, mettre des mots sur ses compétences en tant que femme, dire de quoi on est capable. Et donc, pour moi, prendre la parole, ça a été déjà un premier moyen de poser des mots sur la personne que j'avais envie d'être. Et sur ce qui était important pour moi. Et donc, en tant que professionnelle, savoir se présenter, c'était essentiel. Pour ensuite aller vers ce qui me donnait envie dans la vie, quoi. Donc, je trouve que la prise de parole, elle participe à l'affirmation de soi. Et c'est pas évident de s'affirmer. Notamment quand, comme l'a très bien dit Badis, parfois on vient pas du milieu privilégié, on n'a pas eu des rôles modèles très, très clairs. Et donc, faire sa place, trouver sa place, prendre sa place, ça peut passer par la prise de parole en public. Et c'est pour ça que trouver des structures aidantes, des coachs, je pense moi notamment à la MJC, la Maison des Jeunes de la Culture, qui m'a permis d'accéder à des cours de théâtre en fonction des revenus, quoi. Ça a été pour moi très important. Ouais. Badis, pour toi, la prise de parole au niveau individuel, qu'est-ce que ça peut apporter ? Je vais citer mon petit frère, qui m'a dit un jour, à qui je parlais justement un peu de sociologie et d'inégalité, etc., qui m'a dit si les portes sont fermées, on va passer par la fenêtre. Et en fait, pour moi, cette fenêtre, ça a été la prise de parole en public. J'ai été déscolarisé pendant un certain temps. Dans mes études, j'ai pas eu énormément de chance au niveau de l'orientation, au niveau de l'accès à certaines écoles. Et pourtant, aujourd'hui, ça va même très bien parce que j'ai eu la chance d'acquérir ces codes-là, acquérir cette capacité à prendre la parole, en fait, qui renvoie une image de soi aux entre guillemets, gens qui décident, c'est-à-dire aux recruteurs dans une école, dans un travail, et même dans des liens sociaux, en fait. Quand tu arrives à l'école, en fait, tu tisses des liens avec des gens. Quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu tisses des liens avec des gens. Et tout ça, je suis convaincu que j'aurais pas pu le faire sans cette capacité-là à prendre la parole. Alors évidemment, c'était beaucoup de travail, beaucoup de chance aussi. Mais c'est à ça que ça m'a servi principalement à titre individuel. En ce moment, je parle beaucoup avec ma psy de la notion de honte. C'est une émotion dont on parle beaucoup. Et en fait, je me rends compte que dans la honte, il y a quelque chose, il y a un lien entre la honte, le silence. Souvent, quand on a honte, même quand on est enfant, on se cache sous la table ou voilà. Et en fait, dans le fond, dans le fait de prendre la parole en public, de se montrer, de faire entendre sa voix, j'ai l'impression c'est un peu le contraire de la honte. Il y a quelque chose de l'ordre d'assumer, il y a quelque chose de l'ordre de montrer qui on est, ce qu'on pense. Et pour moi, dans la honte, souvent, quand on est minorisé, je pense pas, pour parler d'une expérience que je connais, le fait d'être une femme, on est beaucoup ramené à la honte. Il faut avoir honte de notre corps, il faut avoir honte de qui on est, il faut avoir honte de comment on se tient, voilà. Et donc, je me demande si, dans la prise de parole en public, dans le fait d'oser dire, dans le fait d'oser, devant une personne, ou devant 1000, il n'y a pas quelque chose un peu de l'ordre d'un outil contre la honte. Je sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis là. Ouais, c'est hyper intéressant, effectivement. Effectivement, je pense que prendre la parole, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ça a été un rempart contre la honte. D'ailleurs, ça me fait penser dans une branche de ma famille. Je me souviens des repas où les femmes ne parlaient presque pas et où les hommes prenaient toute la place. Ou d'autres moments aussi comme ça, où il y avait un peu le dieu de la télévision, et donc il y avait le journal de 20h, et donc il ne fallait pas parler pendant le journal. Et donc la parole était gardée soit par des personnes privilégiées ou des experts, des expertes. Et donc, reprendre la parole aussi, j'ai l'impression que, quelque part, c'est peut-être combattre cette honte ou
ou moi le silence que j'ai pu subir petite à certains endroits, évidemment. Après, j'avoue que j'ai plutôt été une enfant très 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 bavarde et on devait plutôt me limiter pour que j'arrête de parler en fait. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir honte, par exemple dans mes ateliers d'improvisation théâtrale. Eh bien, j'observe de la honte beaucoup. J'observe du jugement, j'observe de la censure, de l'autocensure, on en parlait tout à l'heure. Et je crois qu'un outil que j'ai pu découvrir et qui m'a beaucoup aidée face à la honte, c'est notamment de jouer. C'est retrouver du jeu, c'est retrouver du rire, c'est retrouver c'est pas si sérieux en fait tout ça. Et peut-être retrouver une part d'imaginaire pour recréer un peu... à certains endroits, de la parole, de la liberté. Et donc, la grande question pour moi, quand j'étais ado, c'était comment retrouver de la liberté là où t'as raison. Il y a plein d'endroits, en tant que femme, en tout cas, où on peut se sentir limitée, contrainte, parfois même muselée. Et donc, je crois que l'improvisation théâtrale, le théâtre, le fait aussi de jouer au travers de personnages, ça m'a permis de me libérer aussi de certains rôles que j'endossais et d'en explorer des nouveaux. Est-ce que c'est pas aussi un peu culturel je pense à une expérience où d'étudiantes états-uniennes qui étaient venues, dans ma fac, et je me souviens que ça avait été très très impressionnant de les voir lever la main, dire des trucs qui n'étaient pas forcément super intéressants. Et à la fois, ça se voyait dans leur corps, dans leur posture, dans leur façon de parler, qu'elles n'avaient aucun problème à occuper l'espace. Et ça m'avait fascinée. Je me suis dit, il y a bien que les Américains pour oser comme ça prendre la parole un peu pour ne rien dire. Enfin, c'est ce que je m'étais dit à l'époque. Est-ce que pour vous, ça peut être un peu français, ce truc de surtout il y a que telle et telle personne qui peut parler et puis tous les autres c'est très mal vu, ou en tout cas on s'en sent timide, on s'est peut-être pas valorisé à l'école, Évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est français typiquement, mais reste qu'en France, nous n'avons à aucun moment de notre vie scolaire de cours de prise de parole en public. Pourtant, le brevet, le bac, les entretiens d'embauche, les entretiens pour entrer dans des écoles, tout se juge à la capacité à prendre la parole. Aujourd'hui, on n'a pas dans le programme de l'éducation nationale de cours où on apprend la prise de parole en public. Alors évidemment, on va prendre la parole un peu par-ci, un peu par-là, mais sans jamais l'apprendre. Ou bien en l'apprenant de la mauvaise manière, c'est-à-dire en ayant honte, en ratant, en ayant une mauvaise note. Dans d'autres pays, on met l'accent sur cet apprentissage-là parce que c'est une qualité importante. Et on le voit notamment quand on voit les Américains s'exprimer. Ils ont une capacité à être à l'aise et à ne pas ressentir de honte que nous, on n'a pas. Parce que nous, on s'excuse de prendre la parole. Prendre la parole, c'est presque... Tout à l'heure, j'ai tiqué parce que t'as dit que t'étais une fille très bavarde. Et bavard, j'ai eu dans mes bulletins, mais quand je te dis que je l'ai eu. Et en fait, c'est la honte d'être bavarde. Ouais. C'est une mauvaise appréciation. On est puni d'être bavard, on est séparés de nos amis dans la classe. Allô madame, votre fils ou votre fille est bavard. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis, ça soit aussi péjoratif de l'être. Et c'est intéressant parce que, on a parlé des intérêts individuels de la prise de parole en public. Il y a quelque chose aussi, il me semble, de l'ordre de la justice sociale, ou en tout cas quelque chose de démocratique à permettre à tout le monde de prendre la parole. Qu'est-ce que pour vous, il y a un lien entre prise de parole en public et justice sociale? Évidemment, mais à 100%. Je le disais tout à l'heure, nous, on n'est pas des fils de Sarkozy. Quand je dis nous, je nous compte même nous dans la pièce pour plein de raisons différentes, à commencer parce que vous êtes des femmes. Moi, je ne suis pas né en France, parce que toi et moi, on a grandi en banlieue. Camille, toi, je ne sais pas, mais c'est possible. À la montagne. À la montagne. Mais il y a une sorte de discrimination aussi envers les personnes qui vivent en province ou en campagne ou en montagne, en tout cas qui ne sont pas citadines. Donc nous, on n'a pas eu ces codes-là. On n'a pas eu les codes transmis par nos parents. En tout cas, les codes qu'on a eus ne sont pas ceux qui, par la société aujourd'hui, sont reconnus comme les bons codes. Ce qui veut dire qu'en France, il y a toute une partie, toute une classe sociale qui n'a pas cette capacité-là. Et donc, qui ne s'exprime pas. Et si cette classe sociale ne s'exprime pas, en fait, on ne l'entend pas et on ne peut pas savoir ce dont ils ont besoin et on ne peut pas lutter pour leurs droits et leurs envies à eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la vie politique française, on entend les fils de Sarkozy, on fait en sorte de créer une politique qui leur va bien, en tout cas qui va dans leur sens, et nous, parce qu'on n'a pas ces capacités-là et parce qu'on ne nous laisse pas l'espace pour prendre la parole, on n'a pas accès à ça. Valentine, ça te parle, ça ? Complètement. Moi, je pense que prendre la parole, c'est sortir de l'invisibilité, donc c'est prendre sa place quelque part.
Alors c'est pas évident parce que comme tu l'as dit, Badi, c'est en fait faut avoir les codes. La prise de parole, c'est quand même un outil de l'élite, je pense. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des espaces où on peut s'entraîner. C'est comme aller à la salle de sport en fait, aller se muscler. Et puis j'ai l'impression qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure dans la scolarité française, en tout cas moi celle que j'ai vécue, on nous demande de faire des exposés, on nous demande d'apprendre par cœur des poésies, mais après on arrive devant une classe, c'est un dispositif qui est hyper frontal, hyper intimidant. Et ensuite, on n'a pas vraiment d'échange, quoi. Et pour avoir eu l'opportunité d'étudier à Montréal, il y avait vraiment cet espace-là, j'ai trouvé. Bon, là, je fais quelques pas en arrière, mais par rapport à notre conversation tout à l'heure, où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment cette possibilité d'échanger de manière très confortable, de débattre sans tabou. Donc, il y a aussi une culture de l'oralité qui est complètement différente. Et oui, prendre la parole, c'est complètement politique. Moi, je le vois bien dans les cours d'improvisation théâtrale, ça permet aussi d'incarner des personnages, en tout cas lorsqu'on est une femme, autre chose, sortir du rôle de la potiche, sortir du rôle de la soumise, de la conne, et donc prendre la parole, incarner, élever sa voix, c'est aussi un moyen politique de faire entendre des nouvelles visions, des nouveaux rôles, des nouvelles histoires. Et donc je suis complètement d'accord avec Badi sur ce point, évidemment. C'est super intéressant ce que tu dis et ça me fait penser qu'on lutte, je pense, ensemble politiquement contre les inégalités, quelles qu'elles soient, et de toute façon toutes les luttes doivent converger, mais je pense que ce qui est super important pour bien lutter, c'est de ne pas se travestir. Et en fait, nous, quand on dit aux jeunes qu'il existe des codes, on ne leur dit pas de délaisser leurs propres codes pour en acquérir de nouveaux. Nous, on leur demande d'être des caméléons et de s'adapter. Évidemment, quand on est entre nous, évidemment, on utilise nos codes, mais à fond. Nous, tu regardes chez Grendo, les termes qu'on utilise, notre façon de parler, c'est la raison pour laquelle aussi tous nos bénévoles ont entre 18 et grand maximum 25 ans pour les plus âgés. Il faut qu'on garde tout ce qui fait de nous un groupe. Mais il faut savoir qu'il y a un autre groupe qui existe, qu'il y a des intérêts à aller chercher dans ces autres groupes-là, et qu'il y a des techniques pour aller chercher des intérêts dans ce groupe-là, dont la prise de parole. Mais du coup, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que par exemple, je sais pas, parmi les jeunes que tu vas former, peut-être qu'il y en a qui vont devenir des militants, qui vont revendiquer des choses, ou alors qui vont au travail utiliser leur voix, leur capacité à prendre la parole pour défendre des choses. Est-ce que à ces jeunes, tu leur conseilles d'apprendre à parler comme leur patron, d'apprendre à parler comme les bourgeois, d'apprendre à parler comme les gens qui voient à la télé, ou alors au contraire, est-ce que tu leur dis continuez à parler comme vous avez envie de parler, mais faites-le la tête haute. Enfin, je caricature un peu comme discours, mais c'est quoi l'approche en fait ? Je vais te faire une réponse super tiède, mais l'approche, elle est un peu entre les deux. Ok. Moi, je veux absolument pas qu'un jeune change sa façon de s'habiller, change sa façon de parler après être passé chez Graines d'Orateur 93. C'est inadmissible. Parce que c'est ce qu'il est, parce que c'est ses codes, parce que c'est sa sociologie aussi, et qu'elle n'est pas moins bonne que d'autres. Par contre, ce que je veux, c'est que le jour où il a des choses importantes à dire, il puisse les exprimer correctement et surtout, il puisse y réfléchir correctement. Parce que chez Grendo, on ne fait pas de concours d'éloquence, on ne travaille pas du tout sur l'éloquence, donc on ne travaille pas du tout sur la façon de parler beau. Okay. Mais on parle beaucoup de rhétorique. Comment est-ce qu'on va mettre en avant nos idées ? Comment est-ce qu'on va structurer un argument ? Et en fait, pour eux, c'est primordial qu'ils puissent déconstruire, certaines de leurs croyances limitantes, qu'ils puissent découvrir certaines de leurs croyances tout court, et qu'ils puissent, quand ils arrivent face à l'autre, exprimer ce qu'ils veulent correctement. Donc, que je comprenne bien, vous travaillez moins sur la forme que sur l'articulation des idées pour avoir une façon d'argumenter qui soit convaincante. C'est ça. On travaille toujours un peu sur la forme pour qu'elle serve le bon. Le beau sert toujours le bon, mais ça n'en est pas notre thématique principale. Alors, depuis tout à l'heure, on parle donc beaucoup de prise de parole en public. Et j'ai une sorte d'inquiétude qui naît un peu dans ma tête, qui est que ce soit une injonction de plus. Comme souvent, vous savez qu'Encore Heureux, c'est un podcast de santé mentale. On cherche plein de solutions pour aller un peu mieux dans un monde qui va pas super bien. Et à la fois, je me dis toujours, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rajouter un truc sur la to-do list des gens qui ont déjà bien assez à faire avec le reste de leur vie ? Et ça y est, en plus, ils doivent se fader d'apprendre la prise de parole en public, alors qu'en fait, jusque-là, ils étaient bien tranquilles. Est-ce que, en gros, pour bien vivre, il faut absolument apprendre à parler en public ?
En fait, j'ai envie de dire, la question à se poser, c'est est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je le subis ? C'est une question qui est hyper intime en fait. Si dans mon quotidien j'ai pas besoin de prendre la parole et que et je sais pas, ça me met vraiment en souffrance, j'ai envie de dire non, n'allons pas dans cette souffrance-là. Il y a plein d'autres modes d'expression possibles. Je sais pas, je pense à l'écriture, à la peinture, à la musique. Donc ça c'est possible aussi. Par contre, effectivement, je me rends compte de plus en plus que, en fait, elle fait partie de notre quotidien, cette prise de parole, qu'elle soit interpersonnelle ou alors qu'elle soit devant un public. À un moment donné, dans notre vie, on va y être confronté. Peut-être la nuance que j'apporterais, c'est plutôt comment apprendre à prendre la parole en public. Et donc si c'est peut-être une manière joyeuse de prendre la parole en public avec du jeu, du ludique, du collectif, alors ça peut devenir quelque chose de chouette en fait. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on est un peu écrasé par les vieux codes de la prise de parole qui sont très limitants et qui nous rappellent peut-être notre scolarité, quoi, quelque part. On a beaucoup parlé du pourquoi. Pourquoi apprendre à parler devant des gens, en gros, mais on n'est pas encore rentré vraiment dans le concret et dans la pratique, et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, et j'ai envie que vous me disiez, en gros, concrètement, comment est-ce qu'on peut travailler cette prise de parole-là, et ça, on va s'en parler dans un instant. À tout de suite. Dans cet épisode d'Un cours heureux, on se penche sur la question de la prise de parole en public avec Badis Djouri et Valentine Nogalo. Et je voudrais profiter de votre présence pour vous demander des tips très concrets. Je pense qu'on a besoin de ça, en fait. Alors évidemment, je recommande à nos auditeuristes de ne pas s'arrêter à ça et ensuite d'aller prendre des cours, que ce soit d'art oratoire, d'impro ou autre. Mais quand même, j'ai envie qu'on rentre un peu dans la technique avec vous. Pour vous, un premier pas, quelqu'un qui dit bon voilà, j'ai trop peur de prendre la parole en public, ou alors j'aime pas parler devant des gens, ou même mes collègues, ça m'angoisse, même avoir des conversations avec les gens de ma famille, c'est pas possible. C'est quoi les premiers pas pour vous ? Les illustres philosophes, Platon, Socrate, Aristote, ont globalement donné 3 dimensions de la prise de parole qu'il faut absolument respecter si on veut convaincre son auditoire. Le logos, donc la capacité à argumenter, on voit globalement ce que c'est. Le pathos, la capacité à susciter des émotions, c'est aussi globalement, on voit ce que c'est. Et l'éthos, l'image qu'on renvoie. J'aimerais m'attarder sur l'éthos parce que très souvent, en tout cas les jeunes à qui on enseigne, mais je pense que globalement, on pense qu'un bon ethos, qu'une bonne image renvoyée, c'est celle de quelqu'un de très sérieux. Je pense un peu au costard et à la cravate. En fait, un patron, quelqu'un qu'on veut écouter, un président de la République pour qui on veut voter, c'est un président de la République qui a un costard, une chemise et une cravate. Et moi, je pense pas. Je pense qu'évidemment, ça dépend du public auquel on s'adresse, évidemment, ça dépend du sujet qu'on aborde, évidemment, que si demain, pour je ne sais quelle raison, je veux devenir président, je mettrais moi aussi un costard. Mais je pense qu'on néglige très, très, très souvent une partie de l'éthos qui est celle de la bienveillance et de la sympathie. Faut pas oublier que les gens à qui on parle, c'est des êtres humains. Et que, au-delà de la performance, au-delà du sérieux, au-delà du charisme, etc., ce qu'on veut, en fait, c'est passer des bons moments et passer des bons moments avec des personnes qu'on aime bien, avec lesquelles on se sent à l'aise. Si vous vous exprimez face à des gens, que ce soit face à une classe, que ce soit face à un recruteur, que ce soit face à un ami ou à un groupe d'amis de gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous voudriez devenir amis, par exemple, c'est cool d'être mystérieux, c'est cool d'avoir du charisme et tout ça. Mais soyez sympa, n'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas d'invoquer la sympathie chez les gens. C'est super important. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est notamment ce qu'on travaille en improvisation théâtrale quand on prend la parole, c'est l'attitude. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher de la technique. Et en réalité, pour moi, prendre la scène, c'est vraiment de l'attitude, quoi. C'est à 90% de l'attitude. Et c'est comment je vais accueillir de manière positive et inconditionnelle l'imprévu. Et je dirais qu'une bonne prise de parole, en tout cas pour moi, c'est la capacité à rester pleinement présente pendant toute la prise de parole, la capacité à se faire confiance dans le fait de pouvoir rebondir s'il y a des questions qui sont posées, de pouvoir rire avec le public, de pouvoir interagir de manière assez en confiance. Et pour moi, ce que tu dis là, Badis, ça m'interpelle.
Et en tout cas, je plus sois complètement. L'attitude, le fait d'être sympathique et de rester soi avant tout, on n'est pas obligé de porter des costumes pour défendre un discours et pour que la réception du discours se fasse bien. Et donc en improvisation, beaucoup ce qu'on travaille, ça va être la capacité à jumper, on appelle ça jumper, donc à y aller sans trop se poser de questions, à monter sur une scène, à accepter les propositions de son partenaire de jeu, à rebondir, à valider, à valoriser son partenaire aussi. Et en fait, toutes ces valeurs-là d'empathie, de sympathie, elles se manifestent aussi dans nos prises de parole en public, dans notre capacité à co-créer, à créer un discours, à faire confiance à son imaginaire. Donc, je te rejoins complètement là-dessus, en tout cas. Et du coup, si je te dis moi demain j'ai une réunion et ça me stresse un peu et que tu me dis vas-y et puis reste dans le moment présent, ok, mais concrètement comment je fais tu vois? C'est hyper intéressant. Déjà, je dirais que la respiration, pour moi, c'est hyper important. Quand il y a des personnes qui sont stressées ou qui ont du trac, je leur dirais, travailler la respiration, ça permet vraiment de décélérer le rythme cardiaque, de retrouver un peu pied. Et notamment, il y a une application qui est assez chouette de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous voyez un peu avec une bulle qui monte et qui descend. Moi, ça m'arrive d'être stressée parfois avant de prendre la parole et c'est complètement normal. Ça veut dire que ce moment-là, il est aussi important pour nous. Et donc, peut-être démystifier la prise de parole, re-respirer, prendre un moment pour soi et ensuite préparer sa réunion, un minimum, mais peut-être ne pas passer 3 heures sur, comme tu disais, le contenu de ce que je veux dire. Ce qui me paraît aussi important, c'est de passer du temps sur mon attitude, sur comment je vais me sentir, sur mon paraverbal, ma voix, sur mon langage non verbal, le corps, la gestuelle. Ça, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre effectivement de véhiculer la sympathie vers le public. Et donc le message, il n'est pas que dans le fond, il est aussi dans la forme quelque part. Et donc ça, on peut travailler sur sa capacité à transmettre un message de manière convaincue et joyeuse, je dirais. Baptiste, vous, est-ce que vous travaillez la question du corps, la question de prendre l'espace On travaille beaucoup la question du corps. Moi, je pense que on ressent dans notre gestuelle le sentiment qu'on met dans nos mots et dans notre contenu. Et certes, ça se travaille, oui, on peut apprendre à faire plus de gestes, on peut apprendre à se tenir plus droit, on peut apprendre à ne pas faire de gestes parasites, comme mettre ses mains derrière son dos, par exemple, ou gigoter. Oui, mais je pense aussi qu'il faut beaucoup d'entraînement. Faut beaucoup répéter, et à force de répéter, on acquiert un peu plus naturellement ces façons d'être, et qu'elles sont surtout congruentes. Elles reflètent l'émotion qu'on met et à quel point on croit en notre discours. Si tu travailles bien le fond, si tu travailles bien tes arguments, si tu es convaincu de ce que tu dis, naturellement, tu vas avoir tendance à faire des gestes qui montrent que tu es convaincu. Forcément, tu vas avoir tendance à utiliser une voix qui montre que tu es convaincu. Donc oui, ça se travaille, mais le fond reste quand même la base solide sur laquelle tu te reposes. Et tu parlais de la voix et tu disais poser sa voix. Ça veut dire quoi, poser sa voix? Et surtout, comment on fait? Poser sa voix, pour moi, ça passe par trois principaux facteurs qu'on va venir varier. Le volume, évidemment, on parle fort. On dit souvent qu'il faut toujours parler fort, ou en tout cas, il faut parler le plus fort possible. Je crois pas. Je pense que parfois, il faut savoir parler moins fort. Par exemple, quand une classe est très bruyante, souvent le professeur se tait. En fait, il ne parle même pas. Et le fait de parler moins fort, ça va forcer les gens à tendre l'oreille. Ça va être la vitesse, la façon avec laquelle on parle, et ça va être l'intonation. On a tous une façon de parler où on appuie, on met des accents sur certaines syllabes quand on parle. On ne dit pas les S tous de la même manière, on ne dit pas les B tous de la même manière. Mais encore une fois, comme la gestuelle, c'est des choses qui se travaillent, mais c'est des choses qui se travaillent avec le temps, avec l'entraînement, et rien de mieux qu'un bon fond et que des arguments solides pour pouvoir avoir l'esprit tranquille pour se concentrer sur ces dimensions-là. J'ai l'impression que le travail permet de vaincre un peu ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir.
j'y arriverai pas, il y a la réunion demain, faut que je défende tel message, etc. Et qu'au bout d'un moment, s'ils le font comme tu l'as dit, on l'a bien travaillé, il n'y a pas de raison en fait qu'on se plante. Et parce qu'on a aussi travaillé la forme. Donc il y a aussi toutes ces questions de légitimité à prendre la parole qui entrent en jeu, qui sont des questions sociales, évidemment, et politiques. Et donc effectivement, pour moi, c'est... faut aller à la salle de sport de la prise de parole au maximum, quoi. Et même se filmer, tu vois, essayer de voir un peu quelle est notre image, quelle image on renvoie, et pourquoi pas proposer cette image à des proches qui sont bienveillants aussi. C'est un exercice qui est pas facile, la prise de parole en public, c'est une des peurs les plus partagées dans le monde, et donc c'est pour ça que c'est hyper important de le faire dans des cadres bienveillants et ludique. Bon, moi, je mets toujours du ludique parce que j'adore jouer. Donc toi, tu conseilles de par exemple, j'ai une présentation à faire au travail, je me filme et puis je vois un peu à quoi ça ressemble de l'extérieur. Ça pourrait être un moyen, effectivement. Ça pourrait être un moyen d'avoir un retour sur ce qu'on fait, sur ce qu'on renvoie. Je pense que le mieux, c'est quand même l'avis d'amis proches et de personnes de confiance qui sont prêtes à nous encourager, et toujours essayer de faire des retours positifs de qu'est-ce qui fonctionne déjà, parce qu'il y a forcément des choses qui fonctionnent dans toute cette dimension de la prise de parole en public, le fond, la forme, le paraverbal, le non-verbal, le verbal. En fait, il y a forcément des choses qui fonctionnent, et ensuite se dire, ok, qu'est-ce que je vais améliorer ? Il n'y a pas tout acheté à la poubelle, effectivement. Et en fait, à vous écouter, à nous écouter, je crois que ça me donne envie de préciser aussi, notamment à des auditeuristes qui pourraient se dire « Oh là là, mais est-ce qu'il faut que je travaille mon paraverbal, il faut que je fasse ci, il faut que je me filme, il faut que machin », de rappeler, je pense qu'en fait... la plupart des gens qu'on voit, je sais pas, à la télé par exemple, déjà ce ne sont pas nés bon orateur, bonne oratrice. Et j'ai en tête des députés qui ont été élus députés il y a pas longtemps, qui avant n'avaient jamais rien fait de public et étaient vraiment pas très bons en prise de parole en public. On fait ce qu'on appelle des média training, donc c'est vraiment des choses qui s'acquièrent. Et moi je peux le dire de mon expérience personnelle. Si j'ai des amis du collège ou du lycée qui m'entendent parler, ils peuvent témoigner du fait que vraiment rien n'allait à cette époque-là et que c'était catastrophique. Et je trouve ça important, de se rappeler que, encore une fois, c'est pas ancré dans le marbre, qu'on peut tout à fait progresser, on n'est pas obligé, mais c'est possible. Et comme vous le disiez aussi, en fait, on n'est pas obligé de faire bien du premier coup. Enfin, il y a vraiment quelque chose de se détendre aussi. J'ai des souvenirs, par exemple, à la radio, de gens qui sortent d'une prise de parole à la radio et qui demandent, même des gens connus, qui demandent à la personne qui les accompagne, alors j'ai été bon, je me suis trouvé nul, qui eux-mêmes, en fait, ont un rapport nuancé à leur prise de parole. Enfin, c'est un peu une sorte de work in progress permanent, quoi. Et puis c'est important aussi de garder son unicité. Je veux dire, on n'a pas tous et toutes des voix de radio, de journalistes. Enfin, voilà, notre voix, elle est assez particulière. Elle nous définit aussi. On a un rythme aussi qui est interne. Donc du moment que le message n'est pas brouillé, je veux dire, on a aussi nos particularités. Et je crois que ça, c'est important de les embrasser quelque part. On n'est pas des robots. Moi, j'aime bien t'écouter, Camille. J'aime bien la manière que tu as de parler, d'articuler. Pareil pour Badis. Donc voilà, aussi se réconcilier, être pas trop dur avec cette voix-là et se dire que cette voix nous représente aussi quelque part. On peut toujours améliorer des choses, mais on n'est pas là pour nous travestir non plus. Un élément dont on n'a pas parlé, c'est le regard. Et moi, je trouve que dans la prise de parole, devant des gens, le plus dur, à titre personnel, c'est le regard. Parce que j'ai des souvenirs je parle, je suis dans mon discours, je crois à ce que je dis, et puis tout à coup, je croise le regard de quelqu'un avec qui, je sais pas, on est au micro, même parfois, dans Encore Heureux, quand j'anime, je croise le regard d'un invité, d'une invitée, et tout à coup, il y a une sorte de truc un peu intime qui se crée, qui me déstabilise. Parfois, c'est le regard de quelqu'un dans le public, où en fait, tout à coup, on se rend compte que y a des gens qui vous regardent. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très difficile. Est-ce que vous pourriez donner des conseils sur la question du regard ? Le regard, c'est une très très grosse partie justement de notre séance de début de cursus. C'est super important. Et nous, on a un super jeu que j'aime bien. Je pense que c'est mon exercice préféré à animer, honnêtement. C'est le jeu du killer, revisité à la sauce Grendo. Pour le contexte, nos formations sont à peu près 20% de parties théoriques, où on explique les choses, et 80% de pratiques, où on fait passer les jeunes en exercice. Et c'est le public, donc leur propre classe par exemple, qui vont leur faire des retours sur ce qui a été très bien et sur les axes d'amélioration. L'exercice qu'on a pour le regard notamment, c'est que tout le public se lève et que l'orateur, le jeune qui s'exprime sur un sujet quelconque qu'on lui a donné,
doit regarder chaque personne dans les yeux plus de 3 secondes pour que la personne s'assoie. Son objectif étant évidemment de faire asseoir toute la classe. Et cet exercice, il est génial parce qu'il transmet la chose sûrement la plus importante pour le regard, selon moi en tout cas, c'est de maintenir ce regard. Le maintenir 3 secondes minimum, et 3 secondes, c'est long. Parce qu'en fait, un regard fuyant, un regard bref, c'est un regard qui fait comprendre aux gens que tu es stressé, que tu as peur, peut-être potentiellement que tu n'es pas sûr de ton propos. Un regard qui est appuyé, c'est toi qui prends en fait le pouvoir dans la salle et tu montres que c'est toi qui parles et c'est eux qui sont à l'écoute. Mais ça, c'est hyper dur parce que, alors, autant devant un public neutre, bon, déjà, c'est difficile, mais au travail, regarder son patron, sa patronne dans les yeux, bon, bah, c'est encore quelque chose. Notre forme de prise de parole que je trouve difficile, c'est par exemple, je sais pas, on a des comptes à régler avec quelqu'un qu'on aime, on n'est pas forcément en public, mais il y a quelque chose un peu de l'ordre d'une espèce de prestance à avoir. Là, tenir le regard de quelqu'un, par exemple, quand on est en colère, hyper difficile, je trouve que c'est pas anodin, la question du regard. Alors, par exemple, quand on est en colère, est-ce qu'il faut tenir le regard ? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Je pense qu'il faut pas peut-être se mettre trop d'injonctions sur le regard aussi. Moi, on m'avait proposé un tips qui m'avait aidé au début. C'était de regarder entre les yeux. Alors, dit comme ça, ça peut paraître bizarre. Et en réalité, la personne, normalement, elle se rend pas compte qu'on la regarde pas dans les yeux. Parfois, c'est trop intense de regarder dans les yeux. Ça demande du courage, quoi. Et donc, regarder entre les yeux ou le bout du nez, apparemment, c'est aussi une possibilité. Dans les autres difficultés, je trouve qu'il peut y avoir, pour le sujet qui nous occupe, il y a un peu les manifestations non volontaires du corps, de type les mains moites, mais bon, ça encore, on peut le cacher, on va dire, derrière son dos ou dans ses poches. Mais moi, par exemple, je suis très, très sujette aux rougeurs. Je rougis beaucoup dès que c'est un peu stressant. Donc ça, je sais que je me suis très très longtemps dit bon bah tu pourras jamais faire un métier public, tu pourras jamais parler en public parce que bah voilà tu rougis, ça se voit. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une interview vidéo que j'ai faite il y a 2 ans et il y a quelqu'un en commentaire qui dit oh là là elle rougit. Donc j'allais vous dire, est-ce que c'est grave de rougir ? Est-ce que c'est grave finalement quand on prend la parole que bah nos émotions se voient un peu ? Absolument pas. C'est plutôt rassurant même, je dirais, de voir que derrière, on a un humain pour qui c'est important cette prise de parole-là. Et donc, il y a des émotions qui traversent la prise de parole. Encore une fois, je pense que c'est la question de est-ce que ça me limite dans ma prise de parole ? Est-ce que j'en souffre, en fait ? Et peut-être que si j'en souffre, alors oui, je vais voir comment agir dessus. Est-ce que, voilà, c'est la différence pour moi entre l'inconfort et la souffrance. Il y a des choses qui sont évidemment inconfortables dans la vie, prendre la parole en public en fait partie. Mais si c'est un inconfort qui est acceptable pour moi et que en fait rougir, finalement je me rends compte que j'arrive à le dépasser facilement et que ça me dérange pas d'être un peu rouge, mais dès lors que ça met en souffrance, alors là ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ça ? Baptiste, comment avec les jeunes que tu formes, est-ce que vous parlez de ça, des émotions, des mains moites, des rougeurs éventuelles ? Oui, totalement. La manifestation des émotions quand tu prends la parole, c'est un sujet qui est important et un sujet à laquelle j'ai une seule réponse, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. En fait, si tu rougis, tu rougis et tu ne pourras malheureusement pas dépasser ça. Et en fait, c'est pas grave. En fait, parce que tu vas monter une fois et tu vas rougir, la deuxième fois que tu vas monter, tu vas rougir un peu moins, la troisième fois encore moins. Et en fait, petit à petit, plus tu te confronteras à cette prise de parole, plus tu te confronteras à un public, plus ton corps comprendra que tu n'es pas en danger, plus tu vas y prendre plaisir, plus tu le feras un peu en pilote automatique, moins tu rougiras. Tu parlais de danger, ça me rappelle, Valentine, ce que tu m'as dit une fois, quand on préparait cet entretien, où tu me disais il y a des gens qui ont plus peur de prendre la parole en public que mourir. Ouais, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui prouve que lorsqu'on demande spontanément à des personnes de quoi vous avez le plus peur, la réponse la plus spontanée, c'est prendre la parole en public, avant même l'idée de mourir. Donc c'est pour plus de 70% des réponses, c'est le cas. En fait, en réalité, ça traduit quoi ? Ça traduit la peur du regard d'être jugé, la peur du regard des autres, en fait, la peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur, etc., etc.
Et donc, ce qui fait qu'en fait, on va interpréter des risques comme des dangers. J'en parlais un petit peu. Le risque, il est à prendre, et le danger, c'est un danger. Quand on dit danger, c'est un danger de mort, en fait. Les panneaux de danger du code de la route, c'est clairement ne passez pas ce passage à niveau parce qu'il y a un risque de mort. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que la prise de parole en public, comme plein d'autres activités, elles vont générer en nous des sentiments de danger, un état de danger. Et donc, on va se figer, arrêter de respirer, on va trembler très très fort. Et c'est plutôt positif, ça veut dire que notre corps, il fonctionne. Il est en train de nous dire, attention, là, ce que tu es en train de faire, là, c'est potentiellement risqué, voire ça te met en danger. Tout l'enjeu pour moi, en tout cas en improvisation théâtrale, c'est de dire aux personnes, faisons repasser le danger en risque. Prendre la parole en public, jouer des personnages sur scène, ne pas savoir ce qu'on va jouer dans les secondes qui vont venir, en fait c'est un risque, mais en aucun cas c'est un danger. Le danger c'est si jamais un immeuble va s'écrouler, c'est le passage à niveau, etc. Mais pour autant, notre corps, il a intégré des réflexes de danger à des pratiques qui sont quotidiennes. Prendre la parole. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être de se détendre, de dédramatiser, d'intégrer en tout cas du jeu dans notre pratique de la parole, d'en parler. Pourquoi je rougis, pourquoi j'ai telle émotion, et d'essayer au maximum de, comme l'a dit Badis, de normaliser cette pratique-là, de s'entraîner et surtout de ne pas en faire un tabou. Et puis, on a une responsabilité. En fait, effectivement, on a peur, effectivement, c'est dur pour nous, effectivement, on va rougir, on va transpirer, on va avoir les mains moites. Mais on est tous le grand frère ou la grande sœur de quelqu'un, notamment quand on fait partie d'une minorité, on est opprimé. Et en fait, la prise de parole, ça nous dépasse, c'est même pas nous face à un public. On a une responsabilité envers les gens qui nous entourent, de prendre la parole et de faire entendre nos voix et de leur montrer que c'est possible. Si nous, on refuse de passer parce qu'on a trop peur, en fait, ce qu'on renvoie aux plus jeunes, c'est que c'est dur et que c'est impossible. Et en fait, on perpétue malheureusement un silence imposé qui ne doit pas être perpétué. On a la responsabilité de ne même plus penser à nous, à nos émotions, à nos sentiments, à nos peurs, pour le bien commun. En tout cas, c'est ce que je pense. Je trouve qu'il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé et qui, pour moi, est un argument en faveur de, si ce n'est prendre des cours de théâtre, d'art oratoire, d'impro, etc., au moins s'y intéresser, peut-être ne serait-ce qu'en regardant des vidéos YouTube qui vous coachent pour du média training ou pour parler en public, etc. C'est aussi comprendre un peu les tips et les pièges comprendre les outils qui peuvent être au service de gens qui manipulent à la télévision. Je vais vous donner un exemple plus concret parce que ça fait un peu théorie du complot comme ça. J'ai fait des études à Sciences Po et on a des cours comme ça. Et on en a tellement, et en fait, on finit tous par parler pareil. Et donc, quand je regarde la télé, je vois très bien ce ton Sciences Po. Et je vois très bien que vous pouvez dire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi avec ce ton. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, peut-être que je me mens à moi-même, mais j'ai l'impression d'y être un tout petit peu moins perméable à ce ton. J'ai l'impression de me laisser un tout petit peu moins avoir par cette manière de parler, un peu moins l'avoir comme s'il parle comme ça, s'il parle bien, c'est qu'il a forcément raison. Ça me fait très souvent ça avec des discours de Macron, par exemple, où je me dis, qui d'ailleurs a fait beaucoup de théâtre. On sait que Macron a fait des années de théâtre, et d'ailleurs ça se voit, c'est un peu caricatural parfois. Je trouve que parfois, surtout au début de son premier mandat, il avait parfois une façon de parler, ça faisait un peu élève de première année de théâtre, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous demander, c'est quand on voit les mécanismes des autres pour garder un peu la face quand on prend la parole en public, il n'y a pas aussi peut-être ne pas se laisser flouer par le fond qui parfois est n'importe quoi. Oui, moi je pense que travailler sa prise de parole, en réalité, ça nous apporte plein d'outils de compréhension. Et donc effectivement, les politiques l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils sont coachés par des experts en communication. C'est qu'effectivement, la forme est hyper importante. Le fond, on est d'accord qu'il l'est également, mais on se rend compte que la forme, c'est le véhicule du fond, quoi, quelque part. Moi, ça m'a permis effectivement de comprendre un peu mieux comment se construisait l'art de la rhétorique. L'art de la rhétorique, c'est l'art de, quelque part, de convaincre, de persuader, et de comment on manipule aussi les foules, quoi. C'est-à-dire que l'outil de la prise de parole, c'est un outil qui est
très puissant. D'où l'intérêt de se poser la question de pourquoi je prends la parole en public. Il y a des personnes qui prennent la parole et qui ont des mauvaises intentions, malheureusement, et puis il y en a d'autres qui prennent la parole, qui en ont des bonnes. Et je crois que plus on travaille cet outil-là, plus on comprend les enjeux qui sont sous-jacents et plus on l'utilise à bon escient. Mais oui, c'est flippant, je te rejoins. Quand je vois des politiques s'exprimer à la télé, j'ai envie de les croire. Et heureusement que, du coup, se développent des ateliers de prise de parole, de rhétorique, pour comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là. Je pense notamment à Clément Viktorovitch, qui est passionnant sur ce point-là et qui va décrypter tous les discours. Donc c'est un outil de pouvoir, la parole, et c'est pour ça que c'est un outil qui doit être accessible aux plus nombreux pour que chacun et chacune puisse se défendre et transmettre ses idées, et des idées, j'ai envie de dire, pacifistes, d'égalité, en tout cas je l'espère. Et bien c'est sur ça qu'on conclura. Merci beaucoup. Chers auditeurs, on se retrouve sur Instagram @encoreheureuxpodcast et sur binge.audio si vous voulez aller plus loin, et on vous partagera notamment les petites ressources et tout ce que vous avez cité, et notamment cette appli de cohérence cardiaque, Valentine, que tu nous partageais tout à l'heure. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex. À bientôt.